d'un côté l'antisémitisme ou l'antisionisme de Zoran Mamdani de la gauche, et de l'autre côté, on va en retour, la même violence, on va retrouver aussi chez les suprémacistes blancs, l'antisémitisme de droite. Mais dans les juifs, d'une manière générale, ils disaient, nous avons le cœur à gauche, nous avons toujours été avec la gauche, étant donné que c'est une minorité, ils ont toujours voulu faire le lien avec la gauche. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec le docteur Dov Maimon. Dov, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs, bonne semaine à vous tous. Bonne semaine, merci d'être avec nous. On vous a sollicité, je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes chercheur éminent au centre de JPPI, l'Institut pour le développement du peuple juif qui est affilié à l'Agence juive. Et je voudrais avec vous que l'on revienne sur les derniers développements aux États-Unis et partir d'une analyse qui a été faite dans le Yediot Aharonot de Chen Artizror que nous avons mentionné dans la revue de la presse, qui fait état, on va dire, d'un antisémitisme de moins en moins latent, on va dire de plus en plus évident, à la fois dans le parti démocrate. On l'a vu d'une certaine manière à travers l'élection de Zohar Mamdani à la mairie de New York, mais aussi dans le parti conservateur, dans le parti républicain, où il y a des gens comme Nick Fontas qui sont aussi, on va dire, des antisémites patentés. Ça veut dire que l'antisémitisme, c'est devenu quelque chose d'omniprésent dans la vie politique américaine aujourd'hui ? On va d'abord décrire ce qui se passe, et puis ensuite on va essayer de prendre la hauteur et de comprendre le phénomène comme on a toujours fait, essayer de comprendre le phénomène plus largement, les grandes tendances et comment ça se passe. Alors, en effet, chaque pays, en fait, est vécu avec une cicatrice fondamentale. En France, c'est la collaboration et la colonisation. Aux États-Unis, c'est l'esclavage. Et donc, on a une violence qui était déjà dans la violence qui était dans la guerre de sécession. Et donc, il y a une polarisation dans la société américaine. Cette polarisation et on a en relief, d'un côté, l'antisémitisme ou l'antisionisme de Zoran Mamdani de la gauche, et de l'autre côté, on va en retour, la même violence, on va retrouver aussi chez les suprémacistes blancs et l'antisémitisme de droite. Mais dans les juifs, d'une manière générale, ils disaient, nous avons le cœur à gauche, nous avons toujours été avec la gauche, étant donné que c'est une minorité, ils ont toujours voulu faire le lien avec la gauche, et en particulier, ils pensent que nous sommes une minorité, les musulmans aussi sont une minorité, on va s'associer avec les musulmans, pour combattre contre la majorité dominante, WASP, etc., chrétienne et protestante. Et donc les Juifs, c'est comme ça qu'ils ont gagné, dans toute leur histoire, ils ont combattu contre la droite, contre les suprémacistes, le Ku Klux Klan, et c'est ce qui les a menacés jusqu'aux années 50, voire 70, 1970, aux États-Unis. Donc ils sont battus contre ça, et ils ont soutenu la gauche. Et donc, aux yeux de la gauche, ils sont considérés aujourd'hui à cause du sionisme avec un grand problème, mais la droite leur en veut, puisqu'ils considèrent que c'est les Juifs qui ont soutenu l'immigration de populations diverses, c'est ceux qui ont soutenu tout le mouvement woke, etc. Donc ils sont accusés par les deux côtés de choses différentes. Toujours est-il qu'à la fin, ça se passe pas très bien pour les Juifs. Et donc c'est surtout le fait que jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, l'antisémitisme de gauche était considéré comme inexistant, et ils se sont tout le temps combattus contre l'antisémitisme de droite. Et la droite leur en veut. Dites-moi si je me trompe, mais vous donnez le sentiment que ce sont les Juifs qui sont responsables de la résurgence de l'antisémitisme, c'est-à-dire de par leur conduite, pas par exemple des démocrates par rapport aux républicains. Non, je dirais que d'une manière générale, les Juifs ont une attitude, c'est-à-dire évidemment les Juifs ils ne sont pour rien de ce qui leur arrive, mais étant donné que c'est ce que les accuse l'extrême droite américaine, les accuse d'avoir été eux les acteurs, et c'est quelque part quelque chose un peu vrai, d'avoir été ceux qui ont combattu pour les droits civiques des Noirs, c'est ceux qui ont fait que l'Amérique aujourd'hui n'est plus l'Amérique qu'on a connue il y a un siècle, c'est une Amérique extrêmement structurée et où tout marchait bien. Alors, et donc les Juifs sont évidemment le bouc émissaire de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Alors, il y a deux développements tout de même. C'est-à-dire, il y a quand même une réalité. C'est-à-dire qu'il y a, on va dire, 30% des Juifs new-yorkais qui ont voté pour Mamdani. Au moins 30%, je ne connais pas les sondages exacts, mais au moins 30% des Juifs new-yorkais qui ont voté pour Mamdani. Et de l'autre côté, il y a tout de même un président républicain qui semble vouloir lutter contre la résurgence de l'antisémitisme en mettant de côté, on va dire, tous les
tous les éléments suprémacistes qui pourraient être justement porteurs de cette résurgence de l'antisémitisme. Les Juifs traditionnellement étaient à gauche, et c'est ce qu'on a vu avec Mamdani. On dit qu'un tiers des Juifs ont voté, c'est les chiffres officiels qu'on a, un tiers des Juifs ont voté Mamdani, mais c'est 70% parmi la jeunesse juive. Ça veut dire qu'une grande partie de la jeunesse préfère cette alliance avec la gauche, même si le prix est de sacrifier Israël, de dire qu'on devrait mettre un État du Hamas à la place d'Israël, parce qu'ils se sentent plus d'abord une solidarité avec les minorités, et ils ont aussi un autre contrat avec l'État d'Israël. Dans une certaine mesure, ils disaient, nous avons soutenu Israël tant que c'était un État de démocratie libérale, si tout à coup ils nous ont trahis, alors qu'ils ne sont plus vraiment une démocratie libérale et qui risquent de devenir un État plus juif que libéral et plus que démocratique, alors nous retirons notre soutien. Donc, comme si les Juifs d'Israël avaient trahi un contrat qu'ils n'ont jamais signé. Donc ça, c'est un problème avec la gauche israélienne, mais cela, la gauche juive américaine qui est jeune, qui a un problème. Mais il y a un autre sujet. Il y a un sujet que Trump a besoin de cette base de droite conservatrice. Et dans cette base conservatrice, il y a une dimension, un noyau, un peu comme dans le RN, il y a un noyau de gens qui sont des antisémites notoires, qui sont des anciens antisémites, et bien de la même manière, dans le mouvement de Donald Trump, il y a un noyau. Il n'a pas envie de se séparer de ce noyau, et donc il va le garder aussi chez lui. Donald Trump a une attitude envers les Juifs qui est assez traditionnelle, ça veut dire qu'il admire les Juifs qui sont brillants, et d'un autre côté, il veut qu'ils restent à leur place. Il veut les Juifs orthodoxes, les Juifs qui sont libéraux et qui abandonnent leur identité juive, cela il a beaucoup de mal avec eux. Et dans une certaine mesure, il existe aussi une alliance entre les Juifs quelque part orthodoxes avec ce genre de mouvement-là, qui peut se retrouver. Donc il faut comprendre que ce noyau dur, conservateur, antisémite, était très fort aux États-Unis. Je voudrais prendre une minute, Daniel, pour raconter ce que le judaïsme américain par rapport à l'antisémitisme. Le judaïsme aux États-Unis, l'antisémitisme est un antisémitisme de droite qui a empêché les Juifs de grandir. Jusqu'en 1950, il y avait encore un numerus clausus dans les universités. On ne pouvait pas rentrer dans les Ivy League, dans les meilleures universités. Les Juifs étaient très limités. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un changement. Et il y a eu une période de gloire. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu 7 décennies d'une période de grâce. Elle a surtout commencé dans les années 75 avec une période de grâce et d'excellence entre les années 1975 jusqu'à à peu près 2010. Donc on a eu 35 ans de période de gloire, l'âge d'or américain. Et cet âge d'or est en train de se finir à cause à la fois de la droite et à la fois de la gauche. C'est une histoire qu'on connaît très bien. C'est l'histoire depuis Joseph qui arrive en Égypte, qui en une génération devient vice-roi d'Égypte. Il a ses frères qui prennent tous les postes, etc. Ils ont une prédominance culturelle, économique et voire financière. Et puis en une génération, les anciennes élites se disent ces gens-là ont trop de pouvoir, ils n'ont qu'une capacité de dissuasion. On va les mettre marginalisés, voire on va les mettre en esclavage. Et cette histoire-là, c'est ça l'histoire du judaïsme américain. Les Juifs américains avaient cru que c'était un nouveau pays, c'était différent. Il n'arrivera jamais un grand mouvement d'antisémitisme. Dans les années 95, les gens disaient aux États-Unis, l'antisémitisme est un phénomène qui n'existe plus, on doit même fermer tous les livres qui ont parlé de ça, puisque le phénomène existe. Et en fait, on s'aperçoit que l'Amérique n'est pas différente. L'Amérique, c'est la même histoire qu'on connaît depuis l'histoire de l'exil. À chaque fois qu'on arrive quelque chose, c'est l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Purim. C'est à chaque fois, on arrive dans un pays, on essaye de s'installer, on arrive à faire des choses, à un certain moment, il y a un reflux, et donc la même histoire. L'Amérique est en train de vivre ce qu'on vivait en Europe il y a 20 ans, à peu près, si on voulait le dire d'une manière assez simple, avec des précisions à particulières, puisqu'il y a cette histoire de l'esclavage et le racisme qui est fondamental dans la droite américaine, qu'on connaît moins en Europe, qui est d'une autre manière en Europe. Oui, alors justement, la droite américaine, on a vu, elle était très présente, cette droite américaine, lors du premier mandat de Donald Trump, en particulier les évangélistes, qui semblaient avoir un poids déterminant pour Donald Trump. Aujourd'hui, on a le sentiment que cette droite évangéliste conservatrice, elle est plus en demi-teinte, et surtout que les enfants de ces évangélistes sont beaucoup plus critiques envers l'État d'Israël que ne le sont leurs parents, bien entendu, puisque les parents étaient, on va dire, solidaires à 100% de manière inconditionnelle. C'est vrai ?
Alors voilà, j'ai écrit un livre sur les évangéliques il y a à peu près un an. Donc j'ai beaucoup étudié, j'ai passé 2 ans à étudier ce qui se passe chez les jeunes évangéliques. Exactement, les jeunes évangéliques vont au collège, vont à l'université, et même le même phénomène que les juifs qui vont à l'université, ça veut dire ils intériorisent le discours woke, le discours d'un discours on est par-delà l'identité, par-delà le nationalisme et par-delà la religion. Donc ils ont aussi cette perte d'une certaine manière d'attachement immédiat avec Israël. Ils avaient un discours symbolique avec Israël, un discours où Israël était pour eux leur propre image qu'ils projetaient sur Israël, c'était une métaphore. Et quand on leur montre des enfants palestiniens qui sont en train de souffrir, alors là, tout à coup, ils deviennent anti-israéliens. Depuis le 7 octobre, cette tendance a quand même un peu diminué. Même les jeunes évangéliques sont quand même beaucoup plus proches d'Israël. Alors, maintenant, les évangéliques, eux, ont aussi, au sein des évangéliques, il y a une partie qui soutiennent Israël, mais beaucoup soutiennent Israël, mais n'aiment pas les juifs locaux. Il y a de très, très mauvaises relations entre les évangéliques et les juifs libéraux aux États-Unis, pour toutes les raisons qu'ils n'aiment pas les libéraux, qui sont contre l'avortement, tous ces débats-là sont des débats qu'ils ont aussi avec la population juive libérale et qu'ils n'aiment pas. Donc, les évangéliques peuvent être à la fois dans une certaine mesure pro-israéliens, mais ils peuvent être pas forcément philosémites au niveau des juifs américains. Donc, Trump, malgré le fait qu'il peut considérer il est moins dépendant d'eux aujourd'hui actuellement, il est quand même dépendant d'eux au niveau de sa base. Donc, on a un grand phénomène très important dont il faut tenir compte, une certaine complexité, mais finalement, elle est très simple si on veut la comprendre au niveau mondial, au niveau de l'histoire du peuple juif. Et ben, on a simplement ce retour de kick, ce retour des identités conservatrices qui en ont marre de la fin de la famille, qui en ont marre de la fin des traditions, qui en ont marre d'un pays qui est en train de partir à la dérive où plus personne, on n'est plus qui est homme, qui est femme. Et ce mouvement national, on est donc entre deux tendances. Le problème qu'on a avec les juifs, c'est que les deux tendances sont pas bonnes pour les juifs. Ils sont pris dans un étau entre la peste et le choléra. Et ça, c'est pas bon pour eux. Alors, ils sont pris entre la peste et le choléra. Et Reinhard Sirour, dans son analyse, elle dit qu'il faut réveiller le judaïsme américain d'une manière générale, mais il faut que l'État d'Israël se réveille aussi par rapport au judaïsme américain. Comment l'État d'Israël peut réagir, ou en tout cas essayer de conditionner, de gérer une telle situation de crise dans le judaïsme américain? Alors, ce que doit faire, la seule solution qu'on connaisse et qui doit rester forte pour nous, c'est de renforcer l'identité juive. Ce qu'on sait, c'est que si les gens ont une identité juive forte, alors ils auront plus de conscience de comment réagir. Pour l'instant, leur identité juive, il faut se rappeler que 50% des jeunes juifs américains n'ont qu'un seul parent juif. Et parmi tout ce mouvement qui est en train d'abandonner Israël, c'est souvent des gens qui ont des liens extrêmement ténus avec le judaïsme, avec même les liens ethniques avec le peuple juif. Donc, en vérité, on est en train de perdre cette population. On ne doit pas trop s'inquiéter parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la population laïque juive aux États-Unis double tous les 300 ans et la population orthodoxe juive aux États-Unis double tous les 15 ans. Donc on avait passé la population orthodoxe était de 2% il y a à peine 20 ans, elle est aujourd'hui de 12%, dans 30 ans ou dans 20 ans, elle sera déjà de 30%, 40%, et cette population généralement est pro-israélienne et pro-juive. Donc on va avoir un grand mouvement qui se passe, c'est que pour les juifs plus déjudaïsés aux États-Unis, eh ben, eux ils ont pas beaucoup d'enfants, ils se marient tard, ils se marient souvent en dehors de la communauté. Et puis, ce que peut faire l'État d'Israël, évidemment, c'est de continuer un travail qui a déjà été fait et de s'ouvrir à essayer de faire que les Juifs américains comprennent mieux la situation d'Israël. C'est un travail qui est en route, c'est un travail qui est en train de se faire. Et à mon avis, on va voir des résultats. Mais à la fin des fins, il est évident que la jeunesse juive américaine, aujourd'hui, dans son immense majorité, est en train de se détacher d'Israël et on a peu de moyens d'empêcher ce grand courant de juifs américains qui se détachent d'Israël. Est-ce que ça va s'accompagner, c'est-à-dire, est-ce que ça doit s'accompagner d'un changement par rapport à la contribution du judaïsme américain? On parle beaucoup de l'argent, des donateurs américains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, les donateurs américains remettent en cause leur soutien financier à l'État d'Israël, c'est-à-dire ce rafraîchissement des relations entre l'État d'Israël et le judaïsme américain, il se traduit aussi par un rafraîchissement de la contribution américaine à l'État d'Israël? Alors, l'antisémitisme entraîne toujours une polarisation.
Ça veut dire qu'une partie des Juifs vont rentrer dans la communauté et depuis pour de bon, dans le monde entier, depuis le 7 octobre, on a 10% de plus de membres dans les communautés, on a 10% dans les écoles juives, 10% de plus dans les mouvements de jeunesse et le lien entre Israël et la diaspora face à ce noyau des gens qui se sont renforcés dans leur judaïté, se sont aussi renforcés à Israël. D'un autre côté, une grande partie ont diminué leur profil juif et cela, on est en train de les perdre. Donc il s'agit de deux phénomènes parallèles qui ne se rencontrent pas. Donc le judaïsme, aujourd'hui les Américains, ce qui est important pour nous à savoir, c'est que 80% des Américains considèrent que le soutien à Israël est un soutien bipartisan, au-delà du partisanisme. Et donc on a quand même si ce qu'on voit à New York est quelque chose qui doit évidemment nous inquiéter, et les Juifs américains sont aussi conscients de ce moment-là, ils sont aussi, dans à 70%, 80% continuent à soutenir Israël. On voit que leur contribution à Israël a énormément augmenté depuis le 7 octobre, etc. Donc on a quand même un mouvement qui est fort. Ce qu'on voit sur la marge et qui doit s'inquiéter, étant donné que c'est chez la jeunesse, on est en train de perdre la jeunesse juive américaine, la jeunesse libérale juive américaine. Il est probable qu'on ne pourra pas faire grand-chose contre eux, sauf si on a un contre-coup aux États-Unis même, contre le wokisme, et à ce moment, les Juifs suivront le courant eux-mêmes dans ce même mouvement. Et est-ce que nous avons les moyens d'arrêter ce mouvement? Ben, ça dépend. On ne sait pas qui va être le prochain président des États-Unis. Est-ce que Trump est un phénomène transitoire et éphémère, ou est-ce que Trump est un phénomène qui veut indiquer quelque chose qui va durer? Je laisse cette question ouverte. Eh bien, on restera avec vous sur cette question ouverte concernant l'avenir, on va dire, des présidents américains, de la politique américaine, mais aussi donc à travers cela l'avenir du judaïsme américain. Merci beaucoup, Dr Dov Maimon, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, les courants, les tendances qui secouent actuellement le judaïsme américain. C'est pas particulièrement optimiste, mais en tout cas, c'est réaliste par rapport à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ces phénomènes. À bientôt, Dov. À bientôt et merci.